Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Cette morale ne nous convient pas. Saison 4, Oser l'utopie. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Ça pourrait provoquer un tremblement de terre terrible. Cette 4e saison propose d'explorer les utopies concrètes et réelles, les nouveaux modèles à inventer pour avancer vers plus de démocratie, plus d'écologie, plus de solidarité. The world is waking up. Pour vivre mieux, ensemble. And change is coming, whether you like it or not. Les procès du siècle, saison 4. Oser l'utopie. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM. Épisode 8. Des boomers aux alphas, l'union fait la force. Avec Cornélia Hummel, Marion Deboire et Rokhaya Diallo à la modération. Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour évoquer les questions relatives aux différentes générations qui peuplent notre pays, mais aussi le monde. Et pour cette conversation, j'ai le plaisir d'avoir deux intervenantes qui ont énormément de choses à partager avec nous. Donc j'appelle ici Cornélia Hummel. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Installez-vous. Et j'appelle également Marion Deboire. Bonsoir. Alors au début de cette année 2025, le 1er janvier, de nombreux médias ont évoqué la naissance des premiers membres de la génération dite bêta. On reviendra sur cette terminologie. Donc la question des générations est évoquée à plein d'endroits dans nos débats politiques sur la question du partage des richesses, la question du financement des retraites qui fait l'actualité aujourd'hui, la question de l'environnement et de l'impact de certaines générations face à d'autres qui vont devoir faire face à une crise qu'ils n'ont pas nécessairement provoquée. Alors on va parler de tout ça aujourd'hui, on va essayer de déconstruire les idées reçues, peut-être d'avoir un discours moins catastrophiste que celui qu'on entend dans les médias. Et pour ce faire, Cornélia Hummel, vous êtes avec nous, vous êtes venue de Genève, vous êtes professeure associée au département de sociologie et membre de l'Institut de recherche de l'Université de Genève. Vous avez plein de casquettes sur lesquelles je ne vais peut-être pas m'étendre, mais vos travaux s'inscrivent dans le champ de la sociologie de la vieillesse et du vieillissement. Et donc, on est très heureux de vous avoir avec nous pour parler de ça. Et Marion Deboire, vous êtes co-créatrice avec Héloïse Pierre du podcast Mamie dans les orties depuis 2019 et co-autrice du livre éponyme qui est dérivé de ce podcast que vous avez créé. Et vous êtes passionnée par toutes les questions qui sont relatives à la transmission, à l'héritage. Et vous avez un prisme féministe pour évoquer ces questions. Donc, ça va être aussi un plaisir de vous entendre. Alors, pour commencer, on est donc dans les procès du siècle. Et dans les procès, il y a des pièces à conviction. Donc, on va commencer avec votre première pièce à conviction, Cornélia, qui va apparaître sur l'écran, afin que vous nous expliquiez ce qu'on entend par la terminologie qu'on adopte autour de l'âge et des générations. Oui, les générations, c'est soit les générations familiales, la génération, alors j'ai mis des exemples féminins, la génération de la grand-mère, de la mère ou de la fille, de l'arrière-grand-mère, etc. Donc la succession des générations familiales, et puis la génération socio-historique dont il est beaucoup question aujourd'hui. Quand on parle de boomer, on fait référence à la génération socio-historique. Donc c'est un ensemble d'individus qui sont rassemblés en fonction de leur année de naissance et du vécu qu'ils ont eu en commun, notamment durant leurs années de jeunesse. Effectivement, on voit que les années qui sont vécues durant la jeunesse marquent beaucoup au niveau des valeurs, au niveau des modes de vie, etc. Et alors j'ai mis un petit nota bene qui aiguillonne un petit peu le titre de ce soir, c'est que les générations que j'ai appelées à lettres, donc les X, Y et les A et les bêta maintenant, ce sont des tranches décennales, mais qu'on n'utilise pas en sciences sociales, parce qu'en sciences sociales, pour nous, la génération, c'est plutôt un segment de 20-25 ans. Et ces générations à lettres, de notre point de vue, je le dis de façon un peu plus frontale, ne veulent pas dire grand-chose, parce qu'elles attribuent en fait plein de caractéristiques à un espèce de jeune, par exemple, qui a 20 ans aujourd'hui, type, qui est souvent urbain, qui est souvent issu d'un certain milieu social et qui aurait toute une série de comportements et de modes de vie. Et en fait, on se rend compte que ce qui caractérise les générations aujourd'hui, c'est leur très grande diversité. En fait, une génération, on peut la qualifier vraiment a posteriori, quand le temps a passé, quand les décennies ont passé. On peut aujourd'hui assez bien dire les générations de la guerre ou de l'après-guerre. Voilà, on a toute une série de caractéristiques. Elles ont vécu la naissance des assurances sociales, la croissance économique. Voilà, mais ça, on peut le dire après coup, comment ça les a marqués. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, on saura dans 40 ou 50 ans qu'est-ce qu'ils ont pris avec eux
des caractéristiques socio-historiques d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclaircissement bien nécessaire en introduction. Et vous, Marion Deboire, vous avez ce podcast et ce livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a donné envie d'interagir et de dialoguer avec une autre génération ? Ce qui nous a donné envie, c'était, donc on était en 2018, on était donc avec Héloïse à une marche pour le climat et on se posait pas mal de questions. C'était l'époque du podcast Les coups sur la table, on se posait beaucoup de questions sur féminisme, masculinité, etc. Et notamment à une heure où on questionnait le droit à l'avortement, on s'est vraiment interrogé sur ce que ça ferait si on disait ça à nos grands-mères. Comment elles réagiraient si on leur disait qu'aujourd'hui on remet en question ce droit. Et j'ai pensé notamment à ma grand-mère qui a subi 2 avortements et je me suis dit, bon, dans des conditions très difficiles. Et voilà, et donc on a commencé par interroger nos propres grand-mères. On les a enregistrées et on s'est dit que ce format-là, audio, par des rencontres un peu longues et puis une mise en confiance, ça permettait aussi aux femmes de libérer leurs paroles sur des sujets qui ne touchent qu'elles, puisqu'on a pris vraiment le prisme de ce qu'elles avaient traversé depuis, on va dire, 1945 jusqu'à aujourd'hui, et qui était propre aux femmes parce que, pour une fois, on pouvait donner la parole aux femmes et à cette génération-là qui ne l'avait pas beaucoup eu. Et puis on trouvait que les témoignages particuliers éclairaient finalement très bien la grande histoire des droits des femmes, mais pas que d'ailleurs. Merci beaucoup pour cette réponse. Dans les discours publics, il y a beaucoup d'accusations qui sont orientées de part et d'autre. On va commencer par ce qu'on appelle les boomers, qui sont considérés comme étant à l'origine d'un certain nombre de crises, d'avoir eu un vécu extrêmement insouciant, et puis finalement aujourd'hui d'être dans une forme de profit sans nécessairement penser aux générations suivantes. Comment vous expliquez que ce discours s'installe de manière aussi facile dans l'imagination collective ? Là aussi, je dirais, c'est une critique rétrospective. Je pense qu'aucun boomer vous dira « Ah oui, mais tellement c'était la fête, et puis c'était génial, tout d'un coup, cette consommation qui nous est arrivée dessus. » Les boomers sont les générations de l'après-guerre qui ont reconstruit les pays, qui ont énormément travaillé, qui ont construit, en fait, ce que nous avons aujourd'hui. Donc cette accusation rétrospective est extrêmement mal vécue et s'inscrit, en fait, dans des logiques que je trouve problématiques, d'effectivement, de responsabilité générationnelle. Est-ce qu'on peut rétrospectivement dire à une génération, quand tu avais 25, 30, 40 ans, tu as contribué à nous prendre, nous, jeunes générations, des choses ? Et de l'autre côté du spectre, on reproche aux plus jeunes d'être hypersensibles, d'être feignants. Ce qu'on entend souvent, notamment dans les discours médiatiques, il y a des livres qui sont sortis qui s'appelaient carrément « Génération offensée », c'est qu'on accuse les plus jeunes d'être des dangereux wokistes, qui veulent interdire aux vieux de prendre l'avion, qui veulent obliger tout le monde à faire dans la diversité et qui veulent interdire aux hommes de sourire aux femmes. Vous êtes engagés, notamment pour les questions environnementales et féministes, et c'est un reproche qu'on fait beaucoup aux personnes qui ont votre profil. Comment vous le vivez et comment dans votre travail, justement, vous parvenez à déconstruire ces idées reçues ? Je ne sais pas si je me sens si visée que ça, parce que nous, on a fait vraiment, on a eu une approche interpersonnelle dans la relation avec ces femmes, et finalement, ça s'est toujours très très bien passé. Que des jeunes générations s'intéressent à la vie de ces femmes-là, je pense que ça les surprenait énormément, ça les touchait beaucoup. Il y avait une forme de méfiance, il y avait une forme de crainte au tout début, mais finalement, après, c'était toujours un échange très constructif. Finalement, c'était aussi pour nous l'occasion d'évoquer les sujets qui nous touchent nous aujourd'hui en tant que femmes. Après, c'était vraiment ce prisme-là qui permettait, je trouve, à ces femmes-là de se livrer et d'être en confiance. Donc finalement, j'ai pas l'impression qu'on ait tellement souffert des a priori qui touchaient nos générations. J'ai trouvé au contraire que c'était que positif. En fait, pour prendre un peu de recul, j'ai envie de dire que les plaintes des jeunes à l'égard des vieux et des vieux à l'égard des jeunes sont tellement anciennes. On trouve des traces dans les écrits de l'Antiquité de « oh là là, ces vieux sages », et à l'inverse, cette jeunesse désordonnée, c'est un invariant de toute l'histoire occidentale. Ce qui aujourd'hui doit peut-être plus nous interroger, c'est qu'effectivement la jeune génération joue des coudes et essaye d'interpeller parfois un peu violemment certaines choses qui semblaient immuables et naturelles chez les générations aînées. Par contre, elles peinent à s'imposer. Les jeunes d'aujourd'hui peinent à prendre leur place sur le marché de l'emploi, au niveau du logement. Donc il leur reste que la dimension symbolique qu'ils investissent très fortement, parce qu'effectivement, ça c'est relativement inédit, la place n'est pas là. Mais je n'ai pas l'impression qu'à l'échelle des individus, il y ait une accusation ciblée sur les générations aînées que c'est leur faute s'il n'y a pas cette place-là.
Ça, je pense que les gens sont relativement conscients et ne tombent pas dans ce panneau de la responsabilité générationnelle qui est une espèce d'invention médiatico-politique. Et d'ailleurs, le terme boomer est né beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pas un terme sociologique non plus. Donc je pense qu'il faut distinguer les deux niveaux. Alors on est dans le cadre des procès du siècle et à chaque procès, la commission d'enquête se réunit 2 jours avant pour réunir des témoignages. Donc j'appelle à la barre le premier témoignage. On peut l'applaudir. Bonsoir, je m'appelle Mathilde et j'ai participé à la commission d'enquête samedi. Et pour vous, je serai Bernard. Je suis Bernard, j'ai 70 ans, je suis professeur de français à la retraite et depuis 30 ans, je vis au dernier étage d'un immeuble à Noailles. Depuis la disparition de ma femme suite à un cancer, il y a 5 ans, je vis seule. Je n'ai besoin de personne. Enfin, n'ai-je vraiment besoin de personne ? Mais je me lasse des pâtes et des conserves à chaque repas et surtout du flux télévisé catastrophiste pour seule compagnie. Il y a 3 mois, ma monotonie quotidienne a été perturbée par une affreuse grippe qui m'a ôté toutes mes forces. Je n'étais pas du tout en mesure de faire mes courses tout seul et j'ai dû me résigner à demander de l'aide à mon voisin de palier. Théo a fait les courses pour moi pendant 15 jours et pour finir, je l'ai invité à dîner en remerciement. C'était la première fois que je partageais un repas avec quelqu'un depuis 2 ans. Théo a 28 ans. Il était géologue chez Total, mais il a décidé de démissionner car, comme il dit, il ne veut plus participer de ce système capitaliste qui pompe toutes les ressources de la Terre. Depuis, il vit au RSA. Il dit qu'il est autonome comme ça et qu'il n'a besoin de rien ni de personne. Heureusement d'ailleurs, car sa famille vit à l'autre bout de la France. Moi, je pensais qu'on n'avait rien en commun. Si ce n'est que l'un et l'autre, on a besoin de personne. Mais au cours de ce dîner, je l'ai surpris à être intéressé par la logorée que je lui servais à propos du comte de Monte Cristo. Alors je lui ai prêté le roman. Et il est revenu 2 jours après, enthousiaste. Il l'avait déjà terminé. Nous nous retrouvons désormais régulièrement et il découvre dans ma bibliothèque fournie des classiques de la littérature, des essais, des romans policiers. Il semble reconnaissant de notre relation, mais en vérité, c'est moi qui éprouve une intense gratitude. Parce que, est-ce suffisant d'être seulement vivant ? En réalité, ce sont les échanges que j'ai avec mon jeune voisin qui me font me sentir pleinement humain. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci et bravo d'avoir transmis cette parole. Qu'est-ce que vous évoque ce témoignage au regard de vous, de votre podcast et vous, de vos travaux universitaires ? Moi, ça me rappelle quand même que beaucoup de femmes à la porte desquelles on a frappé étaient très seules, parce qu'en fait, la réalité, c'est que les femmes finissent leur vie seules. Et il y avait beaucoup de tristesse, et finalement, il y avait beaucoup de joie à partir du moment où on était dans l'écoute et où on leur demandait de nous raconter leur vie. D'un coup, il y avait l'étincelle, quoi. Mais sinon, on sentait qu'on arrivait dans un quotidien d'isolement assez morne, assez pesant, assez difficile. Et du coup, je suis très émue, en fait, d'entendre ce témoignage, parce que je trouve que finalement, ça représente assez l'isolement des personnes âgées, mais pas que, parce que ça évoque aussi l'isolement des personnes jeunes. Et l'un dans l'autre, c'est vrai que c'est la rencontre de 2 solitudes. Je trouve ça très beau, donc je trouve que c'est touchant. Cornélie Elmel. Oui, alors effectivement, elle a complètement raison. On a de fortes chances de finir sa vie seule en tant que femme, parce qu'on est veuve, ou en tout cas, c'est de la génération des aînés aujourd'hui, on est majoritairement veuve. Et là, c'était un monsieur, et j'ai trouvé que ce portrait était touchant parce qu'il évoque justement bien sa génération. Il n'a pas appris à cuisiner, c'était probablement sa femme qui cuisine, alors il mange des boîtes de conserve et des trucs comme ça. Il n'a pas été initié à la création de liens sociaux durant toute sa vie. Les femmes sont plus équipées parce que, par le biais des enfants, l'école, les copines, elles ont plus d'acquisition de compétences de sociabilité au cours de leur vie, on va dire bon an, mal an. C'est un peu sous l'effet de la pression sociale aussi qu'elles ont en charge les relations sociales et familiales de leur ménage. Mais effectivement, dans le grand âge, elles sont plus équipées pour aller à la bibliothèque municipale, à toquer à la porte d'une association, à peut-être créer des liens dans un immeuble. Les hommes sont plus démunis par rapport à ça. On peut imaginer que les générations suivantes d'hommes seront peut-être plus compétents là-dedans et souffriront un peu moins de solitude. Et on vit dans une société qui vieillit. Qu'est-ce que ça change justement dans cette question
de la solitude, la manière dont la société appréhende les personnes âgées, puisque ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que du fait de la durée de vie qui s'allonge, elle reste plus longtemps avec nous. Qu'est-ce que ça change dans nos sociétés ? Déjà maintenant, il y a de nombreuses personnes qui vivent seules à partir de 50 ans. On s'attend à une explosion de gens qui vont vivre seuls. Alors, à la fois pour des phénomènes démographiques, mais aussi pour des phénomènes de modification de la conjugalité et des parcours de couple. Et puis, il y a aussi plein de gens qui n'ont pas d'enfants. C'est quelque chose que je trouve important de dire, c'est qu'on parle beaucoup de la grand-parentalité, mais il y a des femmes qui n'ont pas eu, ou des hommes qui n'ont pas eu d'enfants, ou qui ont eu des enfants qui n'ont pas eu d'enfants. Et effectivement, c'est un des grands enjeux, en fait. Au cours du vieillissement, notre bassin d'activité et de sociabilité se restreint du point de vue géographique. Le territoire devient de plus en plus petit et un jour, il est à l'échelle de l'immeuble, comme le cas du monsieur, ou à l'échelle de son propre logement et dans le pire des cas de la chambre. Donc les gens vont vivre seuls. Est-ce qu'ils vont être isolés ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui se met en place au niveau des liens sociaux de proximité? Parce que ça, c'est un des aspects importants aussi. Donc tout ça est à repenser au local et ça tombe assez bien puisque c'est assez tendance, le local. Alors Marion Deboire, vous êtes venue avec une pièce à conviction que vous allez présenter, qui est un extrait d'un reportage qui s'appelle Les Baba Yaga, l'engagement du bien vieillir, qui a été diffusé sur France Culture en 2015. On va l'écouter, puis vous nous direz pourquoi vous avez choisi de nous montrer cette pièce à conviction. Alors vous êtes dans la maison des Baba Yaga, qui est un lieu de vie autogéré pour des vieilles. C'est un lieu de vie autogéré, citoyen, solidaire, féministe, laïque, écologique. Économique aussi, parce qu'on n'est pas très riche. Quand j'ai pensé à la maison des Baba Yaga, après que ma mère ait été grabataire pendant 5 ans, ça a été extrêmement lourd comme période parce que je travaillais encore, j'avais mes enfants qui étaient en turbulence conjugale, pour parler poliment, et j'avais 14 petits-enfants. Et quand j'entendais Allô Thérèse, je me disais mon Dieu, je me suis dit, et moi ma vieillesse, j'avais quand même déjà 65 ans à l'époque, j'en ai 88 maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Et un beau jour, je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas une maison autogérée, citoyenne, etc., etc. Parce que toute ma vie, moi j'ai été une femme engagée. J'ai été une femme engagée chez les femmes beaucoup. Je suis une vieille féministe et de plus en plus féministe. Donc je voulais pas du tout de la maison de retraite, qui certaines ne sont pas épouvantables, mais beaucoup sont assez lamentables. Je voulais un lieu de vie, parce que j'estime que la vieillesse n'est pas une pathologie, c'est pas une maladie. La vieillesse est un très bel âge de la vie, et en même temps c'est l'âge de toutes les libertés. Merci pour cet extrait. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce témoignage ? Il y a plusieurs dimensions qui m'ont intéressée. La première, c'est que finalement, toutes les valeurs qui sont portées par cette maison sont des valeurs qu'on prête pas mal aux jeunes. Donc je trouve ça marrant qu'elle parle d'écologie, de féminisme, de solidarité, d'entraide, etc. Le deuxième aspect, c'est qu'elle pose la question effectivement de la fin de vie, de cet isolement et de cette solitude éventuelle dont on parlait, et de comment on s'en sort justement quand on vieillit. Là, ça parle spécifiquement des femmes. Je trouve ça très intéressant de voir qu'on peut développer cette entraide-là entre femmes à partir d'un certain âge. Et puis, je trouve que le fait qu'elle soulève la question à 65 ans, qui est un âge qui, il y a quelques générations, était très avancé, de comment je vais gérer ma mère, qui a un âge encore plus avancé, en même temps que je gère mes petits-enfants. En fait, finalement, c'est une question qu'on se pose tous et toutes, et qu'on va toutes et toutes se poser les années passant. Et puis l'espérance de vie s'allongeant. Voilà. Et puis par ailleurs, c'est une maison qui a été... c'est une association, une maison qui a été... créée avec vocation de s'ouvrir aussi au public. Donc il y avait aussi l'idée que ces femmes d'un certain âge pouvaient s'adresser au monde, donc y compris aux jeunes. Et je trouvais ça intéressant. Voilà. Donc, merci. Est-ce que cette expérience sociale témoigne d'une transformation de la manière dont les personnes âgées vont vivre ou décident de vivre, ou est-ce que c'est une expérience qui vous semble isolée, circonscrite à ce cas précis ? Alors c'est la grosse discussion du moment, c'est comment vivre éventuellement ensemble ou échapper à la maison de retraite. C'est une question très compliquée. Il y a pas mal d'expériences d'habitat, soit générationnelles, soit intergénérationnelles, qui se mettent en place ou qui tentent de se mettre en place actuellement. Et il y a un point que les personnes souvent oublient, c'est qu'on ne rentre pas en maison de retraite ou en EHPAD, comme on dit ici,
de plein gré et ou parce que la famille nous oblige. On rentre parce qu'on a effectivement un degré de maladie ou de dépendance, comme on dit, qui est élevé. Et qu'à un moment donné, il faut de l'aide professionnelle. Il y a un moment donné, peut-être l'un ou l'autre membre de la coopérative d'habitation aura un Alzheimer ou aura un accident vasculaire cérébral et devra être dans un fauteuil roulant. Ah, puis oups, mais qui c'est qui va s'en occuper? Donc il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup on va dire, beaucoup d'espoir, souvent quand les gens font leur projet de cohabitation. Et puis, à la première maladie grave d'un des membres de la coopérative, on se dit « Ah, c'était ça le truc de la médicalisation ». Donc, à mon avis, il faut encore regarder un peu, il faut laisser venir les expériences. Alors, puisque vous avez le micro, on va parler de votre deuxième pièce à conviction. Il faut que je le déplie d'abord. Alors, on va le déplier. Je vais faire un peu de suspense. Je vous ai apporté un objet d'un lieu intergénérationnel et de mixité générationnelle que vous connaissez toutes et que vous fréquentez. C'est un cabas suisse. En Suisse, ils sont tous comme ça en papier avec le logo du supermarché dessus. Parce qu'effectivement, le supermarché, c'est le lieu où vous trouvez toutes les générations. Et alors, je vois qu'il y a de la publicité pour de la livraison en ligne. C'est un des points qui est quand même important aussi, c'est que je suis une grande défenseuse des liens sociaux microscopiques dans les commerces. Parce qu'effectivement, c'est là où on peut croiser des gens si on a des difficultés comme le monsieur à éventuellement aller dans une association ou dans un club d'aînés ou dans ceci et dans cela. Et j'avais fait une étude récemment sur les liens sociaux à l'échelle d'un quartier et une personne disait très joliment: un commerce, c'est un lieu où on peut briser la solitude sans avoir à le dire. Il suffit d'entrer, et puis il y a des gens, et on peut leur sourire. Puis si on reconnaît vaguement quelqu'un du quartier, on peut éventuellement essayer de dire bonjour. Et je pense que c'est extrêmement précieux de conserver ces relations-là, qui sont aussi menacées. Je ne vais pas vous faire la rengaine de la perte du café du coin. Mais c'est quand même un des enjeux importants, à la fois dans les villes, mais aussi dans les campagnes, de garder ces lieux qui n'ont pas de spécificité. Il n'y a pas d'étiquette. Ici, vous pouvez faire du social. C'est pas un club, c'est pas des associations. C'est vraiment des lieux du quotidien. Et peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, parce que ça râle assez régulièrement. Alors, à la Poste, plus, parce qu'il y a plus grand monde qui va à la Poste. Mais pourquoi il y a autant de personnes âgées qui viennent au supermarché pile à l'heure où il y a tous les autres qui... Mais parce qu'ils veulent voir du monde, en fait. C'est pour ça qu'ils viennent pas aux heures creuses, c'est parce qu'ils veulent voir du monde. C'est relativement... Et je le dis pas comme blague, les personnes en interview le disent. Ben oui, moi je veux voir du monde. Alors, le MUSEM a également une pièce à conviction à nous présenter. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Anna Miller, conservatrice du patrimoine, responsable du pôle sport et santé. Et pour cette audience, donc, le MUSEM a réuni 4 pièces à conviction que vous voyez ici. Ce sont des pièces issues de la collection d'un pôle qui s'appelle le pôle vie domestique. Donc vous observez ici à gauche un banc Arcel, dit aussi archebanc. C'est le banc de l'aïeul. C'est un objet qui sert à s'asseoir, mais qui est aussi un coffre. Son assise se soulève et qui permet de conserver le sel au sec. À côté, au milieu, il y a une paire de chenets métalliques. Ce sont des éléments qui permettent en fait de surélever les bûches dans une cheminée pour une meilleure circulation de l'air. Devant, il y a un berceau en bois sculpté, vous voyez des motifs de cœur. Et à l'arrière, vous pouvez peut-être observer cette poêle au fond percé, puisque c'est une poêle qui servait à la cuisson des châtaignes. Alors pourquoi ces objets sont-ils réunis ? Eh bien, nous sommes ici installés dans le cantou. Le cantou, dans la langue occitane, c'est le coin du feu. Comme vous le voyez sur cette image, donc, c'est un espace aménagé d'assises sous le manteau monumental de la cheminée. Et dans le quart sud-ouest rural de la France, c'est un espace où se retrouvent notamment les aïeuls et les enfants en bas âge. Alors ils ne vivent pas nécessairement dans la même maison, mais ils s'y retrouvent pour partager un certain nombre d'activités. Carder, filer, tricoter la laine, fabriquer des paniers, préparer le repas, préparer le café, lire, se reposer. C'est donc un espace, ce cantou, où l'on travaille, où l'on transmet des savoirs et des savoir-faire. Et c'est un espace où on prend soin de soi et des autres. Et le cantou, tout particulièrement au cœur de l'hiver, c'est vraiment l'âme, le cœur de la maison. C'est vraiment un lieu de convivialité où total ostalada, ça veut dire toute la famille et parfois même les voisins, se réunissent pour chanter des chansons, pour raconter des histoires, parfois peuplées d'êtres surnaturels. Alors ce cantou, c'est un espace de pratique intergénérationnelle.
Évidemment, compte tenu du changement de nos modes de vie, de nos habitations, le Cantu et ses pratiques sont devenus obsolètes. Et le débat de ce soir n'est certainement pas de questionner l'utilité de réinstaurer un Cantu dans vos foyers. Néanmoins, se souvenir de ces usages et les analyser nous ouvre des horizons. Car dans cet espace propice à ces pratiques intergénérationnelles se crée une riche activité. Mais c'est une activité que la société ne valorise pas. C'est un travail domestique, c'est un travail invisible, c'est un travail du soin. Alors la question que j'aimerais poser ce soir, c'est peut-être que si nous interrogeons le réinvestissement des liens intergénérationnels, faut-il aussi réinterroger le fonctionnement de notre société dans son ensemble, notre rapport au temps, à la productivité, la valeur que nous accordons aux activités de ceux et celles qui ne sont pas considérés comme des actifs, pas encore actifs, plus actifs. Bref, celles et ceux que bien souvent nous désignons comme les jeunes et les vieux. Merci. Merci beaucoup Anne Millers pour le MUSEM. Merci pour ce voyage dans le temps. Est-ce que c'était mieux avant ? C'est la grande question. J'ai eu ma petite analyse sur le sujet. En tout cas, pour en avoir beaucoup discuté avec Héloïse, à chaque fois qu'on sortait de chez une mamie, on se disait, mais en fait... c'était pas mieux avant. Bon, alors après, évidemment, nous, on interrogeait les questions de sexualité, de contraception, d'avortement, entre autres de mariage, de devoir conjugal, d'éducation, etc. Bon, on se disait que non. Cela dit, il y a des tas de choses dont on a l'impression de réinventer aujourd'hui qui sont pas du tout d'aujourd'hui. Donc, comme quoi, tout se nuance et à plein d'égards, en tout cas pour les femmes, c'était pas mieux avant. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est beaucoup mieux aujourd'hui ? Je sais pas, mais en tout cas, on fait des progrès, oui. Et dans la manière dont la société traitait les anciennes générations et les jeunes générations, est-ce que c'était mieux auparavant ou pas ? C'était différent. Mais en fait, d'abord, je trouve ces objets magnifiques et en fait, ça me permet de rebondir sur la question que vous m'avez posée avant sur les boomers et on prend le bébé qui était dans ce berceau devant le feu, qui est en fait un boomer précoce puisque le baby-boom commence en 1945. Et puis, on se met dans l'esprit, en regardant ces objets et la photo, de l'accusation qui est faite aujourd'hui aux boomers. Ce bébé, il avait chaud quand il était proche du foyer. Le reste du temps, il avait froid, comme tous les autres membres de ce logement, probablement, puisque la seule source, c'est le feu. Et puis, ce bébé, plus tard, devient grand et découvre le chauffage central. Trop bien. Et puis, il découvre que non, il n'est pas obligé d'apprendre à coudre ses vêtements lui-même et qu'on peut aller dans un magasin acheter du prêt-à-porter et puis découvre les boîtes de conserve et découvre ceci et cela. Je trouve vraiment intéressant de se remettre dans des conditions de vie extrêmement difficiles dans lesquelles ont vécu un certain nombre de boomers, encore une fois, occidentaux ici, et de dire, oui, ces progrès sociaux, et je parle des progrès évidemment matériels, mais aussi les progrès en termes d'assurance sociale, ils sont réels. Et effectivement, je me vois mal dire « retourne dans ton Cantu » qui avait certes toute cette dimension d'unir la famille autour de l'espace où il faisait chaud et on mettait aussi les fragiles, hein, c'était l'enfant et les aînés qui avaient besoin le plus de chaleur. Donc, je la trouve hyper précieuse, cette photo. Ça nous remet en fait dans le contexte de c'est quoi la vie, en l'occurrence là dans le rural en 1944-45, c'est-à-dire quand sont nés les premiers boomers. Merci. Vous vouliez dire quelque chose ? Non, je voulais juste dire, interrogez vos grands-parents, parce que quand effectivement, et c'est juste pour compléter ce que vous disiez, je trouve ça très important de se faire une photographie de ce que c'était à l'époque de leur jeunesse. Et en fait, quand on n'arrive même pas à imaginer ce que ça pouvait vouloir dire, je parle encore, nous aussi, ce sont que des mamies françaises, bien sûr, de ce que ça pouvait vouloir dire grandir en milieu rural dans l'après-guerre ou même pendant la guerre. Donc voilà. Et vous allez garder le micro puisque vous avez une deuxième pièce à conviction qui est un film. Ouais. J'ai choisi le film qui s'appelle Le Cou de la girafe, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui est là sur la photo, qui un jour réveille son grand-père en pleine nuit, alors qu'il est donc à l'EHPAD, pour lui demander de partir à la recherche de sa grand-mère,
qui est prétendument décédée, mais qui en fait s'avère être encore vivante et qui avait juste quitté le foyer familial. Et donc ils partent en voyage pour la retrouver et ça pose toute la question justement de l'héritage. Justement, cette petite fille se questionne, d'où est-ce que je viens, de quelle femme je viens, et ça met très très mal à l'aise sa mère qui du coup elle ignorait que sa mère était encore vivante, donc que la grand-mère était encore vivante. Et voilà, je trouve que c'était pour moi c'est vraiment plein d'affection et à l'échelle d'une histoire très particulière, ça illustre la richesse de ce lien entre petits-enfants et grands-parents. Et justement, cette question de l'intergénérationnel revient tout le temps. C'est une question, ça a l'air d'être un idéal auquel il faudrait aspirer. Qu'est-ce que vous évoque ce terme et concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Cornélia, si vous voulez. Alors moi, rien. Et c'est un peu ce que j'essaye de vous dire. C'est que pour moi, l'intergénérationnel, c'est un autre nom que mixité sociale. Souvent, dans la tête des gens, l'intergénérationnel, probablement à cause de son pendant familial, ses grands-parents et petits-enfants. Non, intergénérationnel, c'était toutes les générations. La salle ici est intergénérationnelle, j'ai dit la supérette. Rares sont les lieux où il y a une ségrégation générationnelle ou d'âge. L'école en est une. On ne peut pas aller à l'école primaire à 55 ans, c'est pas possible. Mais c'est une des seules, en fait. Toutes les autres sont de facto intergénérationnelles. Pourquoi commencer à avoir un problème dans les générations ? Alors qu'on a déjà plein d'autres fractures dont on pourrait se préoccuper dans les sociétés. Là où il peut y avoir un problème, c'est dans l'organisation, la régulation par les États, par les institutions, de ce qu'on appelle les rapports entre générations. Donc les relations entre générations, c'est vous discuter avec vos voisins qui ne sont pas de la même génération que vous, ça c'est les relations effectives, réelles. Les rapports, c'est par exemple les institutions de prévoyance vieillesse, c'est la retraite, où l'État a inventé un système où les actifs, qui sont une certaine tranche d'âge, cotisent pour les personnes qui sont alors... Donc voilà, ça c'est des rapports qui sont organisés par l'État et qui peuvent à un moment donné être repensés parce que ça ne tient plus pour x, y raison. Mais ça n'affecte pas forcément les relations en génération. Et ces relations-là, il n'y a aucune étude, aucun indicateur qui nous montre qu'elles sont en danger. Alors, on se demandait tout à l'heure si c'était mieux avant. Maintenant, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est mieux ailleurs ? Parce qu'il y a cette question qui circule beaucoup, qui dit qu'il y a des pratiques, notamment à l'égard des plus âgés, dans les pays occidentaux, qui n'existeraient pas ailleurs. Est-ce que c'est un cliché ? Est-ce que finalement, on a renoncé à une forme de socialisation qui existait ici, mais qui n'existe plus, ou qui a perduré ailleurs ? Mais c'est vrai que moi, je suis originaire du Sénégal. Il y a une énorme diaspora sénégalaise, notamment en France, et j'ai quand même l'impression, si je considère les membres de ma famille, qu'il y a quand même une approche culturelle différente. C'est-à-dire que les membres de ma famille, qu'ils soient au Sénégal ou en France, sont choqués par la manière dont on peut décider que des personnes âgées doivent rejoindre un établissement spécialisé. Comment vous voyez les choses ? Pour ce que j'ai vu effectivement au Sénégal, les anciens sont encore les dépositaires de la sagesse et d'un certain nombre de savoir-faire qui ont une valeur. Ce qui se passe aujourd'hui avec les aînés, c'est qu'ils ont un déclassement de leurs connaissances. Typiquement dans le domaine du numérique. Et on les force, l'État les force à faire leur banque, leur machin, leurs trucs sur Internet. Le fait qu'ils sachent, par exemple, construire un meuble, on n'en a rien à cirer. Il faut qu'ils apprennent à faire leur déclaration d'impôt, leur truc à la CAF sur l'ordinateur. Donc c'est vrai que les aînés du monde dans lequel on est sont en situation de déclassement, alors que dans d'autres cultures, ils ont encore, on va dire, une valeur. C'est intéressant aussi cette question de la valeur en fait qu'on accorde, comment finalement on accorde une telle importance à la jeunesse, et ça c'est aussi une question féministe très importante, et que finalement il y a cette question de la fonction sociale, de l'utilité sociale qui est, à part en politique, où là effectivement on a l'impression qu'il n'y a pas de date limite, mais dans le reste du monde, il y a des endroits où effectivement être vieux n'est pas un atout. Donc c'est effectivement intéressant de se poser la question de ce déclassement que vous évoquez. Est-ce que vous avez des préconisations par rapport à la tournure que prend quand même le débat public ? Parce que ces dernières années, il y a énormément d'ouvrages, opposant les générations ou clamant une place pour certaines générations qui avaient l'air d'être repoussées comme ça, des gens qui avaient l'impression de ne pas avoir de place. Qu'est-ce que vous imaginez ? Quelle serait la solution pour que les choses se passent bien et pour que ce discours dominant par rapport au clash des générations, finalement, soit évacué de la sphère publique ? Encore une fois, en sciences sociales, dans les études qui ont été menées, soit sur la solidarité intergénérationnelle, soit sur les relations intergénérationnelles, ou même sur les rapports intergénérationnels, tout ça tient.
Mais à force, effectivement, de répéter qu'il y a un possible conflit ou guerre, comme c'est dit parfois, entre générations, c'est préparer le brasier. En préparant, on a parlé du Covid. Je trouve que c'est un très bon exemple où les générations ont tenu un choc quand même très important. Quand le confinement a été déclaré et que l'argument c'était « il faut protéger la vie de ceux qui sont le plus vulnérables, les plus âgés », donc on confine tout le monde et effectivement avec des conséquences assez importantes sur les jeunes. On va dire la génération des actifs était plus ou moins contents et faisait du pain et tout ce qu'on a vu sur Instagram, mais les jeunes c'était dur. Et en fait, les jeunes ne se sont pas révoltés contre ces mesures. Ces jeunes ont été solidaires. Donc il y a tout plein de réseaux qui se sont organisés, de jeunes qui faisaient des courses pour leurs voisins aînés, pour que voilà, ils n'aillent pas dans les commerces. Et tout ça a tenu. Et pourtant, le test était violent. Il était vraiment, on a opposé, on a dit aux jeunes, vous maintenant, vous n'allez plus à l'école, vous ne voyez plus vos copains. Et moi, dans les entretiens que j'ai faits d'aînés à cette époque-là, ils ont tous eu une très grande sollicitude pour les jeunes, en ayant conscience, en fait, qu'on leur prenait là des années qui comptent beaucoup à ces âges-là. Et donc, ni à l'échelle des individus, ni à l'échelle, on va dire, des catégories d'âge, ça a pété. Donc, je me dis, c'est quand même solide, cette solidarité entre générations. Merci. Est-ce que vous voulez réagir, Marion, par rapport à cette question peut-être du Covid ou de la question de manière générale Moi, je peux évidemment pas proposer d'analyse sociologique de cette question, mais je trouve que soigner le lien avec les autres générations, la relation, en fait, je pense que c'est ça le plus important, c'est ce qui fait ça fait société. On parle de phénomènes individuels et quand on extrapole, ça fait société. Donc je pense que c'est hyper important, en fait. Et je trouve très intéressant, en parlant à des femmes des générations qui nous ont précédées, de s'apercevoir qu'on est traversé par les mêmes questionnements, on est traversé par les mêmes enjeux. Certes, il y a plein de conditions matérielles et qui ne sont pas les mêmes, mais en réalité, on vit la même chose. Merci beaucoup. On va poursuivre la conversation avec le public. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On peut peut-être applaudir cette première partie. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez vous manifester. Il y a un micro qui circule. Bonsoir, merci déjà, c'était très intéressant. Et moi, j'avais une question par rapport à ce lien intergénérationnel. J'ai un ami qui, là, depuis le début de l'année, est en colocation intergénérationnelle. Donc à Paris, le but, c'est qu'il ait un loyer beaucoup plus faible. Et en fait, au début, je trouvais ça super. Et maintenant que je le vois, je me pose quelques questions. Parce que, en fait, c'est pas tellement le problème de la colocation, c'est plus le fait qu'il y a un peu une relation d'ascendance, c'est-à-dire qu'il est responsable d'eux, c'est-à-dire que c'est lui qui doit fermer les portes, etc., qui s'occupe d'eux. Et ensuite, il y a la relation monétaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas choisi tant que ça d'être avec des personnes âgées pour le lien. C'est parce qu'il n'avait pas les moyens de se loger à Paris sinon. Et en fait, du coup, ça me soulève quelques questions, c'est-à-dire qu'il y a souvent, on met ces colocations intergénérationnelles en avant en disant que c'est super. J'étais la première à penser ça. Et là, on est 6 mois plus tard et je me demande, est-ce que c'est pas un peu se voiler la face ? Parce qu'au final, certes, les deux en retirent quelque chose, mais au final, ça reste une relation de dépendance quand même. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez tout dit. On a les mêmes projets à Genève et effectivement, les publics étudiants sont captifs à cause de la crise du logement. Donc, j'imagine que la colocation dont vous parlez, c'est celle où le nombre de mètres carrés occupés par l'étudiant ou l'étudiante est converti en tâches ménagères, en ceci et en cela. Et pour moi, c'est pas des bons projets. Ça, c'est du forçage intergénérationnel qui s'appuie sur la pénurie du logement. Et voilà, ça c'est typiquement, moi je préfère qu'on favorise, dites bonjour aux gens dans la rue ou dans votre hall d'immeuble, mais jouer effectivement sur un public, encore une fois, financièrement captif, c'est pas une bonne idée. Une autre question, j'en vois au milieu. Et puis ce sera l'occasion pour vous de répondre et de conclure. Bonsoir, je voulais plus revenir sur tout à l'heure, lorsque vous avez posé une question au niveau du manque de compréhension entre les générations, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir ? Je pense que d'un côté, c'est important de faire comprendre aux personnes qui ne comprennent pas l'intérêt de certaines luttes que le fait de penser que certains débats sont peut-être futiles, c'est le propre même d'une position privilégiée. Donc je pense que c'est peut-être de cette manière-là qu'il faut amener la personne en fait un petit peu à réfléchir. Et dans l'autre sens, pour les personnes qui sont éveillées, qui sont sensibles à certaines luttes,
Je pense que la lutte, elle se passe dans plein d'endroits, elle se passe dans la rue, elle se passe politiquement, elle se passe sur les réseaux sociaux. Mais parfois, peut-être pour ceux qui se sentent plus apaisés aussi, parce qu'on peut être au début très en colère et pas être capable d'être dans le dialogue, mais je pense qu'il y a une partie des gens qui sont en lutte qui peuvent aussi essayer d'agir localement, pour reprendre un petit peu ce terme-là. Et lorsqu'on sort un petit peu de l'entre-soi, avec des gens qui sont sensibles aux mêmes questions que nous, essayer justement de reprendre les choses à la base, de manière très simple. Parce que c'est vrai que parfois, c'est décontenant quand on veut agir de manière très éveillée sur des sujets très avancés. On a beaucoup de vocabulaire et on a beaucoup de connaissances à un niveau poussé. Mais finalement, juste avec nos parents, nos grands-parents ou nos voisins de palier, justement, ils vivent complètement dans une autre perception. Et ça peut sembler futile, mais je pense qu'en fait, c'est important parfois sur des toutes petites choses d'essayer d'en parler avec peut-être plus de douceur. Je sais que personnellement, moi, j'en ai pas toujours été capable. Et aujourd'hui, il y a des choses que j'arrive à amener avec plus de douceur qu'à l'époque, je pense. Merci beaucoup pour cette recommandation et ce partage. Et je vais vous laisser répondre. Oui, effectivement, je pense que la douceur et se mettre à la place d'eux, parce que pour moi, d'être éveillé, comme vous dites, c'est ça. C'est de pouvoir aussi me mettre à la place d'une autre génération. Marion, vous vouliez réagir à une des questions, à une des réflexions ? Pour compléter, c'est que sans parler de vivre ensemble, parce que ça c'est très spécifique, je trouve que juste l'idée de la transmission, si effectivement on n'idéalise pas et on romantise pas cette question, c'est juste de dire, en fait, parlons-nous, parce que même si on n'est pas d'accord, oui, ça n'empêche pas d'avoir un esprit critique. Ça permet juste de comprendre d'où l'on vient, pour en arriver à quel point, inviter tout le monde à, effectivement, mais c'est exactement ce que vous disiez, à recontextualiser le contexte de socialisation des personnes plus âgées. Et de la même manière, pour les personnes plus âgées, d'entendre que les enjeux ont changé. Après, avoir de la bienveillance, c'est hyper galvaudé de dire ça, mais c'est vrai. Je veux dire, quand on discute, quand on échange, ça permet plein de choses. Merci beaucoup, merci à vous deux, merci au public pour sa présence. Merci, bonne soirée. Cette séance a été enregistrée le 20 janvier 2025, avec la participation de Cornelia Hummel, Marion Deboire, Anna Millers et Rokhaya Diallo à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, Oser l'utopie. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Anne-Cécile Bras, François Saltiel, Thomas Legrand et Paloma Moritz. Pour les commissions d'enquête, Fabienne Julien et Grégoire Ingold. En partenariat avec Libération et So Good. Avec la complicité de l'Après-M et de Chcrin des Gains, journée pour l'élimination des violences faites aux femmes et minorités de genre. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.